Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter nos prédictions pour le matériel photo-vidéo en 2023. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme grande nouveauté à venir? La semaine dernière, on a sorti une vidéo qui résumait les nouveautés de l'année 2022 en matériel photo-vidéo, quelles étaient les grandes innovations, ce qui nous avait marqué sur l'année. Si vous ne l'avez pas vue, on vous invite vraiment à aller la voir parce que ça va forcément guider ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir vers où est-ce que les marques vont aller l'année prochaine. On tient à préciser que ce ne sont que des suppositions, ce que nous on imagine par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir depuis des années dans les sorties, mais c'est quand même intéressant d'imaginer ce qui va se passer et voir à la fin de l'année si on a eu bon ou pas. Donc pour commencer, chez OM System, ce qu'on imagine niveau boîtier, c'est qu'il y aura un OM10 qui sort, puisque pour l'instant, la marque a sorti l'OM1 qui vient remplacer l'EM1 Mark III et l'OM5 qui vient remplacer l'EM5 Mark III. Donc le plus probable, c'est que la marque fasse également passer l'EM10 Mark IV vers un successeur, à savoir l'OM10. L'EM10, c'est le boîtier le plus entrée de gamme que fait Olympus et qui a été repris par OM System. Donc sur l'OM10, on peut s'attendre à un capteur standard de 20 millions de pixels, pas de changement à ce niveau-là. Ce qui va pouvoir évoluer, ça sera la mise au point automatique, on imagine qu'elle sera plus réactive, qu'il va y avoir des détections de l'œil assez performantes. Évidemment, la limite, ça sera le processeur qu'ils vont mettre dedans. Ça sera probablement pas un boîtier tropicalisé, probablement pas avec un capteur stabilisé, mais pour les personnes qui débutent dans la photo, qui veulent un boîtier micro 4 tiers qui soit pas trop onéreux, ça sera probablement une très bonne solution si la marque fait ce boîtier pour les personnes qui n'ont pas déjà de M10 Mark IV. Ensuite, chez Panasonic, ce qui nous paraîtrait le plus intéressant, c'est que la marque fasse un S5 Mark II, mais cette fois-ci avec des performances plus avancées. C'est un boîtier qui plaît vraiment beaucoup aux personnes qui veulent du plein format abordable. Et au final, s'ils en faisaient une nouvelle version avec une rafale un petit peu améliorée, en gardant toujours ce capteur ultra bien stabilisé, en gardant également les grandes performances vidéo qu'ils avaient déjà mis dans le S5, et surtout un point qui paraît vraiment arriver et qui sera très intéressant si c'est le cas, c'est que l'appareil devrait avoir une mise au point automatique beaucoup plus performante et fiable. Si vous êtes intéressé par du matériel photo-vidéo, on vous invite à réaliser vos achats sur camera.net/Cholet, le lien est dans la description, puisque quand vous sélectionnez la boutique Cholet pour vos achats, vous supportez la chaîne et donc la création de ces vidéos. Ensuite, chez Fujifilm, on imagine que les nouveautés seront plutôt sur l'entrée milieu de gamme, puisque la marque a cette année sorti tous ses nouveaux boîtiers en haut de gamme, le X-T5, le X-H2, le X-H2S. Donc au final, on s'attend plutôt à un remplaçant du XS10 par exemple, puisqu'avec son capteur stabilisé à un tout petit peu plus de 1000 €, c'est un boîtier qui est vraiment très intéressant pour beaucoup de monde. Et étant donné qu'à ce budget-là, en APS-C dans d'autres marques, on n'a pas de capteur stabilisé, le plus probable, c'est qu'on se retrouve avec un XS20 par exemple, qui garde beaucoup des performances du XS10 mais en augmentant la rafale, en améliorant la stabilisation et au final en retrouvant un petit peu des performances qu'on peut avoir dans le XT5 avec un capteur moins défini, un boîtier qui ne soit pas tropicalisé, qui permette de le garder dans un tarif aux alentours de 1000 €. Chez Nikon maintenant, on s'attend à la sortie d'un Nikon Z8 ou d'un boîtier similaire avec un autre nom, avec un capteur notamment de 61 millions de pixels, le même capteur probablement que l'A7R5 puisqu'on sait que Nikon utilise beaucoup de capteurs Sony dans leur boîtier. Et comme maintenant ce capteur existait déjà dans l'Alpha 7R4, c'est possible que Sony le passe à Nikon puisque forcément il faut un petit peu de temps avant qu'il le laisse aux autres marques. Ça permettrait pour les utilisateurs de Nikon qui veulent rester sur la marque, qui ont des optiques dedans et qui apprécient la colorimétrie de la marque, de bénéficier de tout ça avec un capteur ultra haute résolution, très performant, puisque ce qu'on a comme résultat dans la 7R5 et également dans la 7R4, c'est vraiment impressionnant. Et ça permettrait aux personnes qui utilisent encore du D850 par exemple aujourd'hui de passer sur de l'hybride avec un boîtier vraiment dédié aux portraits, aux photos où on a besoin de très grands tirages. Chez Sony maintenant, notre plus grosse prédiction, c'est la sortie de l'Alpha 9 Mark III en début d'année prochaine. Le plus probable, c'est qu'il rajoute la possibilité de filmer en 4:2 bits en interne dans le boîtier, qu'il rajoute du S-Cinetone pour les personnes qui veulent filmer rapidement sans avoir besoin de faire d'étalonnage mais avec de belles couleurs. Probablement pas de la 4K à 120 images par seconde mais de la 4K à 60. Et en plus de ça, comme le boîtier aura un capteur empilé, ça vous permettra d'avoir très peu d'effet de rolling shutter, donc c'est déformation de l'image quand vous filmez, et ça permettra d'avoir un bon boîtier polyvalent photo-vidéo pour les personnes qui font majoritairement de la photo d'action, que ce soit de l'animalier ou du sport, mais qui ont besoin en plus d'un petit peu de vidéo, puisque maintenant les besoins hybrides entre les deux sont de plus en plus présents.
Et puis surtout, le plus intéressant, c'est qu'on s'attend à retrouver le mode de mise au point automatique de l'Alpha 7R5 avec une puce d'intelligence artificielle dédiée à la mise au point automatique qui est capable de repérer la forme du corps dans l'ensemble et comme ça avoir une mise au point automatique encore plus fiable. Évidemment, le but, ça ne sera pas non plus de remplacer l'Alpha 1, donc on peut s'attendre à un capteur avec une définition de 20, 24, 33 millions de pixels au maximum. Et puis comme on a aussi vu la sortie de la FX30 en fin d'année, on peut imaginer qu'il y aura un boîtier photo avec un capteur de 26 millions de pixels puisque maintenant la marque a développé ce capteur pour la FX30 qui viennent ajouter toutes les rapidités de mise au point automatique que l'on a actuellement, mais également avoir des performances vidéo plus actuelles, du 4:2 10 bits, des choses comme ça. Et puis chez Canon, nos deux grandes prédictions pour l'année, ça va être un R5 Mark II et un EOS R1, ou quelque chose d'un autre nom mais qui va avoir le même type de performance. Globalement, l'EOS R5 Mark II, ce serait un remplaçant de l'EOS R5 qui viendrait régler un petit peu les problèmes de surchauffe dont on a beaucoup entendu parler. À côté, on peut s'attendre à un EOS R1 puisque quand Canon a annoncé l'EOS R3, ils ont bien précisé que ce n'était pas le vaisseau amiral de la marque en hybride, ce n'est pas l'équivalent de l'Index Mark III et donc on pourrait s'attendre à ce que l'EOS R1 passe sur un capteur empilé ultra défini avec une rafale très élevée, toujours une rafale à 30 images par seconde par exemple. La possibilité d'avoir le mode pré-rafale à nouveau qui permettrait aux photographes qui sont toujours un petit peu résistants à aller sur l'EOS R3 à cause de sa définition de basculer sur l'EOS R1 et donc aller chez Canon en hybride. Maintenant, on attend vos prédictions en commentaire, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas et on vous souhaite une bonne journée.